Bonjour à tous les fans d'Ici tout commence. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode qui bouleverse toutes les règles. Dans les couloirs de l'Institut Auguste Armand, l'atmosphère est électrique. La pression monte, les cœurs s'accélèrent, et les masques tombent. La rigueur impitoyable de Clotilde s'abat sur les élèves, cette session d'examen n'épargnera personne. Un seul mot d'ordre, l'excellence ou l'exclusion. Et pour certains, l'enjeu est vital. Pendant ce temps, Colline découvre qu'elle est amoureuse de Stanislas. Sans savoir qu'il est en couple avec sa propre mère. Une vérité explosive qui pourrait briser plus que des liens familiaux. De son côté, Stanislas se sent trahi. Mis à l'écart aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Et une tentation venue de Paris pourrait tout changer. Entre amour secret, lutte de pouvoir et espoir fragile, Vic fait un retour aussi fort que discret. Le foulard qu'elle arbore devient malgré elle un symbole, une cible. Mais Vic ne veut pas de compassion, elle veut simplement sa place. La sienne. Entière. Dans cet épisode haletant, chaque regard compte, chaque silence pèse, et chaque décision peut faire basculer une vie. Restez avec nous jusqu'au bout pour ne rien manquer des tensions, des révélations, et de la tempête qui s'annonce à l'Institut. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti pour le résumé complet et intense de l'épisode du mercredi 18 juin 2025 d'Ici tout commence. Dans le prochain épisode des Ici tout commence, les enjeux montent en flèche à l'Institut Auguste Armand, où la pression des examens se fait ressentir dans chaque couloir. Clotilde Armand, fidèle à sa réputation d'exigence et de rigueur, ne laisse aucun répit aux élèves, la moindre erreur pourrait coûter cher. Cette année, pas de traitement de faveur, pas de filet de sécurité. L'excellence est attendue, et seuls les plus solides tiendront le choc. Lors d'une annonce officielle au double A, Clotilde réunit les élèves de toutes les promotions. Son regard est ferme, son ton sans appel. Elle informe chacun que 2 épreuves spécifiques attendent les élèves de chaque niveau, et que ces examens ont été conçus en étroite collaboration avec les étudiants de Master 2, en particulier Mehdi et Jude, dont les visages trahissent à la fois fierté et responsabilité. L'annonce crée un frisson dans l'assemblée, les 2e et 3e années devront se présenter dès le lendemain, tandis que les premières années auront jusqu'à la semaine suivante pour se préparer. Parallèlement, une autre intrigue plus intime se dessine entre les murs de l'Institut. Colline, visiblement troublée, se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de Stanislas. Un sentiment inattendu, déroutant, et potentiellement destructeur. D'autant plus qu'elle ignore encore que Stanislas entretient une relation secrète avec sa mère, Angèle. Cette révélation, si elle éclate, pourrait bouleverser bien plus qu'une simple histoire de cœur. Dans ce climat tendu où les émotions s'enchevêtrent aux exigences scolaires, Vic, de son côté, s'impose au cœur de l'attention. Que ce soit dans les couloirs, en cuisine ou lors des préparations d'examen, la jeune femme occupe le devant de la scène. Son comportement interroge, fascine ou agace, mais une chose est sûre. Vic est bien décidée à laisser son empreinte, quitte à créer des remous autour d'elle. Entre rigueur académique, secrets inavoués et tensions émotionnelles, l'Institut Auguste Armand devient plus que jamais un théâtre de révélations et de confrontations à venir. Clotilde ne laisse planer aucun doute, cette session d'examen sera décisive, implacable, et sans la moindre indulgence. Face à l'ensemble des élèves rassemblés au double A, elle rappelle froidement les règles qui régiront ces épreuves. La note finale ne se basera pas uniquement sur les performances du jour J. Elle sera le fruit d'une moyenne entre les résultats aux examens et ceux du contrôle continu accumulé tout au long de l'année. Autrement dit, aucune erreur passée ne sera oubliée. Aucun relâchement ne sera toléré. Mais le plus glaçant dans ces propos, c'est la menace qui pèse sur les moins performants. Pour les élèves de première et 2e année, l'enjeu est immense. Ceux qui finiront en bas du classement seront tout simplement exclus de l'Institut. Pas de rattrapage, pas de seconde chance. Quant aux 3e années, un seul avertissement suffit à faire trembler les plus confiants, le dernier de la promotion ne recevra pas son diplôme. Une sanction qui pourrait anéantir des années de travail.
Dans cette atmosphère d'élitisme assumé, chaque étudiant comprend que l'heure n'est plus aux hésitations. L'Institut Auguste Armand, plus que jamais, se montre fidèle à sa réputation d'excellence, quitte à sacrifier ceux qui n'en sont pas dignes. Une fois les élèves renvoyés à leur préparation dans une tension palpable, Clotilde retrouve ses collègues enseignants pour leur exposer, dans les grandes lignes, l'organisation des épreuves qu'elle a elle-même conçues en amont. Méthodique, précise. Elle déroule son plan sans laisser place à la discussion. Elle a pensé à tout, du contenu des examens à la coordination entre les jurys, mais n'a sollicité personne pour les décisions clés. Stanislas, présent à la réunion, encaisse difficilement cette mise à l'écart. Une fois la réunion terminée, il prend Clotilde à part pour exprimer son malaise. Son ton est calme, mais son regard trahit une réelle vexation. Il lui reproche de ne lui avoir confié qu'une tâche logistique, gérer le planning, répartir les groupes, coordonner les horaires. Rien de plus. Pour un maître d'hôtel expérimenté et investi dans la pédagogie, ce rôle administratif est vécu comme un affront, une manière déguisée de le reléguer au second plan. Mais ce qui le touche encore davantage, c'est l'absence totale d'épreuves de salle dans le programme. Pour Stanislas, c'est une lacune grave, la gestion du service, le rapport au client. L'élégance du geste et la rigueur du dressage sont autant de piliers de la formation. Exclure la salle, c'est trahir l'essence même de la restauration. Il exprime sa déception à Clotilde, espérant la faire réagir. Mais la chef, fidèle à ses priorités, semble peu disposée à revoir sa copie. Un conflit sourd s'installe entre eux, révélateur d'une divergence de fond. L'un valorise la cuisine comme unique art noble, l'autre défend une vision plus complète du métier, et cette fracture pourrait bien s'élargir au fil des épreuves. Un peu plus tard dans la journée, un attroupement se forme dans le parc de l'Institut, le classement officiel du contrôle continu vient d'être affiché. Tous les regards se braquent sur le panneau, les élèves se bousculent. Les souffles sont retenus. Pour certains, c'est un moment de fierté, pour d'autres, un coup de massue. Parmi eux, Colline s'approche lentement, l'estomac noué. Lorsqu'elle découvre son nom tout en bas du tableau, une onde de panique la traverse. Elle est dernière de sa promotion. Un choc brutal, presque irréel. Elle reste figée. Incapable de détourner les yeux, comme si en regardant plus longtemps, les lettres allaient changer d'ordre. Mais non, la réalité est implacable. Si elle ne remonte pas la pente, c'est la porte de l'Institut qui l'attend. Angèle, sa mère, qui observe la scène à distance, capte aussitôt l'expression effondrée de sa fille. Elle comprend sans même avoir besoin de vérifier le classement. Elle s'approche, douce et attentive, et tente de rassurer Colline, lui rappelant qu'un classement n'est qu'une photographie à un instant donné, pas une condamnation. Mais Colline, profondément angoissée, peine à entendre ces mots. Heureusement, Carla ne tarde pas à la rejoindre. Moins maternante, mais plus directe, elle prend les choses en main. Avec une énergie qui contraste avec l'abattement de Colline. Elle lui promet qu'elles vont se mettre à fond dans les révisions, qu'elle ne la laissera pas tomber. Touchée par ce soutien inattendu, Colline retrouve un peu de courage. Dans la foulée, elle prend une décision difficile mais nécessaire, elle demande à sa mère de reporter le dîner qu'elles avaient prévu ensemble ce soir-là. Une soirée mère-fille qu'elle attendait avec impatience, mais qu'elle ne peut plus se permettre. Elle doit se concentrer, chaque minute compte désormais. Ce moment marque un tournant pour Colline, confrontée à ses propres limites. Elle va devoir puiser dans ses ressources et dans la solidarité autour d'elle pour prouver qu'elle mérite sa place à l'Institut. Alors que la journée touche à sa fin, Angèle rejoint Stanislas. Le visage marqué par les émotions contradictoires. Elle sait que la discussion qu'il s'apprête à avoir ne sera pas simple, mais elle n'a pas le choix. Elle commence doucement, pesant ses mots. Elle ne pourra pas annoncer à Colline qu'ils sont en couple, du moins pas maintenant. Elle explique que Colline traverse une période de stress intense avec les examens qui approchent. Qu'elle est déjà profondément déstabilisée par son classement catastrophique, et qui ajoutait une révélation aussi perturbante, apprendre que sa mère entretient une relation avec son professeur. Qui plus est risquerait de la déséquilibrer davantage. Angèle préfère donc temporiser, remettre cette annonce à plus tard,
une fois les épreuves passées. Mais cette décision, Stanislas ne l'entend pas de cette oreille. Il accuse le coup, blessé. Dans ses yeux, une déception sourde se lit. Pour lui, ce report n'est pas qu'un simple ajustement de calendrier. C'est une mise à l'écart. Il se sent relégué au second plan, une fois de plus. Déjà écarté des décisions pédagogiques par Clotilde, cantonné à un rôle administratif pendant les examens, il a aujourd'hui la désagréable impression d'être également second dans la vie intime d'Angèle. Il tente de dissimuler sa frustration, mais ses mots trahissent un sentiment de blessure profonde. Ce n'est pas uniquement Colline qu'il perçoit comme un obstacle, c'est la sensation de ne jamais être pleinement intégré dans le monde d'Angèle. Entre non-dit professionnel et secret personnel, Stanislas commence à douter, a-t-il réellement une place dans sa vie? Le couple, jusque-là complice, semble vaciller sur une ligne de fracture, celle où les priorités diffèrent. Où l'un attend de la reconnaissance et de la transparence, tandis que l'autre choisit la prudence et la protection maternelle. Une faille s'ouvre, et rien ne dit qu'elle sera facile à refermer. Peu après sa conversation tendue avec Angèle, Stanislas s'isole à l'économat, visiblement troublé. Il a besoin de prendre du recul, de retrouver un espace où personne ne viendra lui poser de questions. C'est là qu'il compose un numéro familier, celui de Laetitia, son ex-compagne, qui lui a laissé un message pressant plus tôt dans la journée. Au téléphone, Laetitia va droit au but. Elle lui propose une opportunité exceptionnelle à Paris, un poste dans un grand établissement prestigieux, bien rémunéré, avec des perspectives d'évolution claires. Une proposition qui aurait pu le séduire en temps normal, mais aujourd'hui, elle résonne autrement. Avec amertume et lucidité, Stanislas lui confie qu'il ne se sent plus vraiment à sa place à l'Institut. Entre les tensions avec Clotilde, la mise à l'écart dans l'organisation des examens, et la relation avec Angèle qu'il ne peut pas vivre au grand jour, il a le sentiment d'étouffer. Il ne prend pas de décision immédiate, mais il promet à Laetitia d'y réfléchir sérieusement. Son avenir à l'Institut n'est plus aussi évident qu'avant. Mais alors qu'il s'apprête à poursuivre la conversation, il se fige. Une silhouette vient d'apparaître dans l'embrasure de la porte. Colline. Elle l'observe, intriguée. Stanislas interrompt aussitôt l'appel, un peu pris au dépourvu, mais rapidement, il retrouve son calme. Avec une bienveillance sincère, il s'adresse à elle. Il perçoit son inquiétude, son stress, sa peur de ne pas être à la hauteur. Il lui parle avec douceur, lui assure qu'elle a toutes les capacités pour réussir, qu'il croit en elle sans réserve. Il ne laisse rien paraître de ses propres doutes. Dans ce moment suspendu, Stanislas choisit d'être un pilier rassurant, un mentor solide même si lui-même vacille intérieurement. Pour Colline, il veut être ce repère qu'il n'a plus pour lui-même. Alors que le soleil décline sur les jardins de l'Institut, Colline rejoint Carla en cuisine, bien décidée à prendre les choses en main. Les révisions doivent commencer, et Carla est prête à jouer le rôle de coach. Mais très vite, elle remarque que Colline a l'esprit ailleurs. Son regard se perd régulièrement vers son téléphone. Son sourire en coin trahit des échanges de messages, manifestement, ce n'est pas la cuisine qui capte son attention. Carla, toujours aussi perspicace, lève un sourcil, moqueuse. T'as un crush ou quoi? Gênée, Colline essaie d'esquiver, mais finit par céder sous la pression affectueuse de sa cousine. Dans un souffle presque timide, elle avoue qu'elle a bel et bien des sentiments pour quelqu'un. Et surtout, elle croit que c'est réciproque. Elle ne donne pas de nom, mais l'ombre de Stanislas plane au-dessus de ses mots. Carla, elle, semble encore loin de deviner la vérité. Mais les sentiments de Colline, eux, ne font plus de doute, elle est amoureuse, et elle commence à y croire. Pendant ce temps, Vic fait son grand retour à l'Institut, comme convenu, pour passer ses examens. Au foyer de l'internat, elle retrouve les membres de sa promo. Entre sourires complices, échange de nouvelles et quelques tensions sous-jacentes, l'ambiance est un mélange de retrouvailles chaleureuses et de stress collectif. Plus tard, Vic passe par la colloque des Marais, où elle retrouve Enzo. Leur lien, toujours aussi fort, semble être un point d'ancrage rassurant pour elle dans cette période de flottement. C'est là qu'elle reçoit un message de son médecin.
Ses résultats médicaux tomberont en fin de semaine. Une nouvelle qui l'ébranle légèrement, mais qu'elle accueille avec calme. Vic confie à Enzo qu'elle est presque soulagée d'avoir les examens pour s'occuper l'esprit en attendant. Son ambition effrénée d'autrefois s'est apaisée. Elle n'a plus nécessairement envie de finir major de promo. Mais une chose reste intacte, elle veut décrocher son diplôme. Elle a besoin de ce cap, de cette reconnaissance, et plus encore, de tourner la page dans les règles de l'art. Entre doute, espoir et résilience, Vic revient dans l'arène, prête à affronter cette dernière ligne droite. Et si elle garde pour elle ses inquiétudes les plus profondes, une chose est sûre, elle ne lâchera rien. En cette fin de journée un peu lourde, Vic rejoint ses amis au café de la place. Espérant retrouver un semblant de normalité. Installée en terrasse parmi les rires, les verres levés et les souvenirs partagés, elle tente de se fondre dans l'ambiance légère qui règne autour d'elle. Mais très vite, elle sent que quelque chose cloche. Les regards insistants, les silences gênés, et surtout certaines réflexions déplacées viennent ternir ce moment qu'elle attendait avec espoir. Cet homme, avec sa maladresse habituelle, qui brise le fragile équilibre. Il lâche une remarque douteuse à propos du foulard que Vic porte désormais sur la tête. Un détail vestimentaire qui symbolise son parcours médical, intime, et qu'elle aurait aimé pouvoir assumer sans avoir à se justifier. Même si la réflexion semble prononcée sans réelle méchanceté. Elle touche Vic en plein cœur. Elle encaisse, mais le malaise est palpable. Plutôt que de se justifier ou de hausser le ton, Vic choisit de se lever discrètement, poli mais ferme. Elle prétexte de la fatigue et écourte la soirée, le cœur un peu serré. La légèreté attendue n'était pas au rendez-vous. Mais alors qu'elle s'éloigne, Billy la rejoint en courant. Visiblement contrariée. Elle s'excuse à demi-mot, consciente que l'ambiance du groupe a manqué de finesse, de délicatesse, voire de respect. Elle lui dit que personne ne voulait blesser Vic. Qu'ils ont été maladroits, pris au dépourvu. Vic l'écoute, touchée mais encore un peu sur la défensive. Elle lui répond calmement, avec une maturité désarmante. Elle aimerait juste qu'on fasse comme si de rien n'était. Pas de pitié, pas de traitement spécial, pas de regard lourd de sous-entendu. Elle veut avancer. Sans être constamment ramenée à sa maladie. Retrouver sa place, tout simplement. Pas celle d'une patiente, mais celle d'une élève, d'une amie, d'une jeune femme comme les autres. Ce moment d'humanité partagé entre Billy et Vic, simple mais sincère, marque le début d'un nouveau départ. Fragile, mais essentiel. Et voilà, c'est la fin de cet épisode chargé en émotions. En tension et en bouleversement dans Ici tout commence. Entre la descente aux enfers de Colline, le tiraillement de Stanislas, la dureté glaciale de Clotilde et le retour tout en pudeur de Vic. L'Institut Auguste Armand devient un véritable champ de bataille émotionnel et académique. Chaque personnage se retrouve face à ses limites, à ses choix, et à ses vérités. La guerre des nerfs ne fait que commencer. Colline pourra-t-elle remonter la pente ? Vic tiendra-t-elle tête au regard pesant ? Stanislas cédera-t-il à l'appel de Paris ? Et surtout, que cache encore Clotilde derrière sa stratégie glaciale ? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces évolutions. Pensez-vous que Colline découvrira le secret de sa mère ? Que Vic est assez forte pour surmonter cette dernière ligne droite ? On veut connaître votre avis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Ici tout commence. Et croyez-moi, le meilleur ou le pire reste à venir. À très bientôt.